fait, quels sont les préalables que vous pensez que pour mettre fin à la guerre, on doit y pencher? Permettez-moi de revenir sur ce que mon coordonnateur ici venait d'évoquer, de très capital. Dans le communiqué, le gouvernement congolais accepte, n'est-ce pas, de traquer qui est d'abord cessé des faits, des part et d'autre. Mais les conditions, c'est quoi? De traquer le FDLR. Oui. Donc les intérieurs qui se sont enfouis il y a près de 30 ans dans nos forêts. Vous savez qu'en 1996, lorsque Afdel entre avec l'accompagnement de l'armée rwandaise, les Rwandais ont poursuivi ces réfugiés-là dans nos forêts. Ils les avaient massacrés. Rappelez-vous de massacre de Tingi Tingi. Plus de 200 000 Hutus rwandais ont été massacrés. N'est-ce pas? Donc, ils ont fui, on les a poursuivis dans des endroits là dont on ne sait pas contrôler. Et aujourd'hui, le gouvernement congolais accepte de les rapatrier en quelque sorte. Est-ce qu'il les a déjà localisés? Est-ce qu'ils connaissent s'ils existent en réalité? Et là, c'est à l'IDP que vous avez parlé de la théorie des bonbons, si vous vous rappelez très bien. Et cette théorie-là a été bien comprise par Kagame. Aujourd'hui, le gouvernement congolais ne gère de négocier avec Kagame. Et ils sont en négociation et ils acceptent l'inacceptable parce que les FDLR là, le gouvernement congolais ne sait pas les identifier, ne sait pas aujourd'hui les situer. Parce que ceux qui sont aujourd'hui, c'est l'œuvre encore de l'armée rwandaise qui les avait fait enfouir dans le fin fond de nos villages. Ils vont les amener où? De l'autre côté, Nanga et le M23 se disent déjà que non, cette négociation-là ne nous concerne pas. Alors, moi, je soutiens encore que notre armée puisse pourchasser, en attendant qu'ils soient en train de négocier avec les Rwandais, parce que le M23 et Nanga, ils ne se retrouvent pas dans cette négociation-là, ils ne sont pas sur la table de négociation, alors que notre armée puisse les pourchasser jusqu'à leur dernier retranchement. Ouais. Parce que ces rebelles-là, ils se diront que non, nous ne sommes pas concernés par ces négociations ici. Alors, il nous faut encore notre négociation. Et pourtant, Kinshasa se disent, niet, pas avec les rebelles, mais plutôt avec ceux qui vous soutiennent. Alors, plus on avance avec des négociations diplomatiques, qu'on y va avec aussi sur le front de guerre. Vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Monsieur, je l'avais dit ici, qu'on organise notre armée, qu'on donne à l'armée les moyens nécessaires. Ce qui est en train d'être fait. Alors que le détournement à Kinshasa, n'est-ce pas, continue à battre son plein. Il n'y a pas récemment, il y a un scandale au ministère des Finances. N'est-ce pas? Il n'y a pas longtemps ici à la Banque centrale, au lieu d'accuser des gens qui sont complices. Et des conditions comme ça ne nous fait pas respecter aux yeux de la communauté internationale. C'est pourquoi les yeux sont rioués toujours vers le Rwanda. Pourquoi les multinationales soutiennent la rébellion? C'est parce qu'ils savent que non, avec la rébellion, ils ont la facilité d'avoir accès à nos minéraux. Que quand ils viennent au Congo, c'est la corruption. Il faut donner, par exemple, vous venez investir $1 milliard au Congo, on vous demande de donner 10%. Et des taxes qui vous asphyxient. On doit réorganiser notre système fiscal. On doit réorganiser notre système économique. Pour faciliter à ce que tous les investisseurs viennent passer par la grande porte. Et si on arrivait à organiser ce système-là, que les investisseurs viennent passer par la grande porte, vous verrez que la pression de guerre qui est à l'Est va cesser. Mais tant que nous serons dans le détournement à Kinshasa, dans l'impunité, dans la corruption, je vous dis que la situation qui prévaut dans notre pays aujourd'hui restera intacte. Donc, donnons la force à notre FARDC, combattons l'injustice, combattons le détournement, combattons la corruption et vous allez voir que non, il y aura une lueur d'espoir et nous serons respectés. Quand vous regardez le rapport de transparence internationale, vous regardez l'indicateur IDH, indicateur de développement humain, et tant d'autres indicateurs, vous allez voir que notre pays est au bas de l'échelle. En termes de corruption, nous sommes en haut de l'échelle. Ouais. Et les gens, ils regardent tout ça. Les investisseurs, ils regardent tout ça. Ils se disent, non, ce pays ici, non, ça ne vaut pas la peine d'aller là-bas. Venir à la grande porte. Venir à la grande porte. Mais quand ils regardent, par exemple, l'IDH du Rwanda, quand bien même c'est masqué, parce que la réalité du Rwanda n'est pas connue, ils se disent que non, mais quand même il y a de l'espoir ici. On passe par là. Donc, qu'on organise à l'interne. Et c'est là qu'on attendait le président Félix Tshisekedi lors de son arrivée au pouvoir. Parce que nous avions combattu le pouvoir de Kabila. Nous avions décrié la gestion de Kabila. Et on croyait que l'avènement de notre gouvernement allait, n'est-ce pas, soulager tant soit peu
la situation qu'on vivait au pays. Mais l'arrivée du pouvoir actuel, ça a encore empiré la situation. Parce que quand vous regardez le pouvoir d'achat des Congolais, le taux, n'est-ce pas, de chômage au Congo, la fluctuation de notre monnaie, n'est-ce pas, vous allez vous rendre compte que rien ne marche. Rien ne va et la vie est devenue intenable au pays. C'est pourquoi, messieurs les journalistes, je suis fier d'avoir soutenu le Dr Denis Mukwege, de l'avoir accompagné. Parce que le Dr Mukwege a fait un bon diagnostic quant à ce qui se passe au pays. Et il a proposé les remèdes. Les problèmes qu'il a proposé de mettre les trois fins, de mettre fin à la guerre, de mettre fin à la famine et de mettre fin au vice, c'est le remède qu'il faut pour le pays. Mais malheureusement, presque 6 ans aujourd'hui, nous sommes en train de